Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. Donc oui, il y a une dynamique européenne et même globale qui peut se mettre en place au niveau de l'influence. Et bien effectivement, dans le divertissement, on est ultra libre. C'est une des industries où on peut travailler avec tous les influenceurs parce qu'en fait, tout le monde regarde une série ou un film en rentrant chez soi le soir. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marine Montironi, responsable de l'influence chez Amazon Prime Video. Marine nous fait part de son expérience dans le lancement de séries et de films en collaboration avec des créateurs de contenu. Elle partage avec nous sa méthode de sélection ainsi que les expériences uniques qu'elle offre à ses créateurs. Nous allons discuter aussi de la réglementation qui entoure le métier de créateur de contenu et des évolutions à venir sur le marché. Bonne écoute à vous. Bonjour Marine. Bonjour Cyril. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Marine, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, alors je suis Marine Montironi, j'ai 33 ans et je suis responsable de l'influence chez Prime Video pour la France et pour l'Espagne. France et Espagne. Oui. C'est des marchés similaires ou... C'est une histoire d'organisation interne qui a fait que je me suis retrouvée aussi en charge de l'Espagne. D'accord. Mais ce sont deux pays assez différents. Ouais. Alors, le streaming pour Amazon Prime Video. Oui. Le streaming, donc ça, c'est votre métier. Mm-hmm. Et l'influence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites de l'influence pour une plateforme de streaming ? Parce que du coup, on n'est pas dans une marque. On est un peu différent. On est dans une marque, oui, mais avec un contenu un poil différent. C'est ça. Effectivement, on a plusieurs manières d'approcher l'influence. On va avoir de l'influence évidemment payée, de l'influence entre guillemets gratuite, mais que je considère pas totalement gratuite parce que derrière il y a toujours des avantages supplémentaires. Bien sûr. On va avoir des partenariats long terme, on va avoir des partenariats court terme. On va avoir plein de sortes de dispositifs différents en fonction justement du contenu qu'on va vouloir mettre en avant. Ou des contenus, en fait, aussi. Ouais. C'est là où ça peut changer la donne. Parce que du coup, aujourd'hui, tu travailles l'influence. Par exemple, tu as une nouveauté catalogue qui arrive. Enfin, je vais dire catalogue, mais je sais pas si on dit ça, mais tu as une série de nouveautés qui arrivent sur la plateforme. Oui. La nouvelle saison de Jack Ryan qui arrive, par exemple. Ça, c'est un blockbuster, je pense. Oui. Là, tu as une campagne dédiée Jack Ryan, par exemple. Ça pourrait. Ça peut être ça. Nous, on catégorise en fait certains titres qui vont sortir sur le service et on va prioriser comme ça. On va se dire, on va plutôt mettre du poids sur celui-ci parce qu'on y croit très fort et on va accompagner celui-ci parce qu'il y a une super opportunité qu'on peut avoir aussi. Et voilà, on va un peu choisir. On est un peu obligé parce que la quantité est énorme, donc on pourrait pas soutenir l'intégralité de nos sorties, mais on va prioriser. Et en fonction, on va adapter en se synchronisant avec les différentes équipes aussi, donc l'équipe marketing, l'équipe presse. On va tous se synchroniser pour essayer de faire une campagne commune pour répondre aux objectifs de chacun. D'accord. Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est les franchises, je vais appeler ça comme ça, par exemple la franchise Jack Ryan qui vous demande une activation en local, ou bien c'est vous qui prenez l'initiative parce que vous pensez que c'est un contenu intéressant On a suffisamment de latitude pour choisir quand même et de définir. Après, effectivement, il y a des titres très importants pour le service dans le monde entier. Voilà, donc là, c'est... Mais en fait, souvent, ça veut dire que nous aussi, on va avoir une communauté en France qui va être intéressée. Donc, il y a des chances qu'on le soutienne malgré tout pour les bonnes raisons. Et après, en fonction de là où provient le titre, donc effectivement, si c'est une franchise ou un titre américain, on va se synchroniser avec les États-Unis pour pouvoir avoir une campagne suffisamment commune, mais quand même qui doit être adaptée à la France et au marché, parce qu'on ne peut pas exactement faire la même chose qu'on ferait aux États-Unis et en France. Et après, on va avoir les titres français, où là, on est le point de départ. Oui.
Et donc on a parfois et souvent plus de possibilités avec des titres français parce que voilà, on est entre guillemets à la maison. On a beaucoup plus d'accès aux talents qui participent. On a des accès même parfois sur les tournages. On a beaucoup plus de possibilités avec un titre français qu'un titre américain. On a aussi des titres européens sur lesquels on va pouvoir, avec les équipes dédiées, trouver des opportunités pour faire de l'influence dessus. Enfin, voilà, tout l'enjeu est d'abord de prioriser pour nous ce qu'on pense être les shows qui vont le mieux performer en France et qui vont résonner auprès de notre audience. Et ensuite, de là, voir ce qu'on a comme opportunité pour faire de l'influence. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu peux travailler avec des pays européens. Alors, tu es en charge aussi de l'Espagne. Par exemple. Mais par exemple, dans chaque pays, il y a une marine locale. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Il y a ton double un peu partout. Et vous échangez entre vous, j'imagine. On échange entre nous. On sait qu'on a chacune et chacun nos marchés différents, avec des différences, mais on a aussi des points communs, évidemment. Oui. Et donc, on a la capacité, du coup, de s'en parler régulièrement pour voir comment s'améliorer, tirer les bons conseils de certaines ou certains qui auraient pu mener déjà des campagnes d'influence qui ont bien marché, et se dire, en fait, c'est une super idée, on va le mettre en place en France aussi. Enfin, donc, oui, il y a une dynamique européenne et même globale qui peut se mettre en place au niveau de l'influence. Ouais. Et donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu peux avoir des campagnes d'influence pour la plateforme, c'est-à-dire qui va mettre en avant le service, et des campagnes d'influence par catégorie de show, ou bien pour un show particulier, une franchise, etc. Oui. Et là, tu vas sûrement adapter tes castings. Comment tu travailles d'ailleurs sur la partie influenceur ? Est-ce que tu as un casting à l'année, un pool d'influenceurs à l'année J'ai un pool, j'en ai un à l'année, avec qui on entretient des bonnes relations tout au long de l'année. Et donc, eux, vont soutenir plusieurs titres différents. D'accord. Et en fonction, après, parfois, on rajoute des créateurs supplémentaires parce que, je cite un exemple, mais une télé-réalité, on va avoir des fans de ce type de genre spécifique qui seront peut-être pas les mêmes que sur un film d'action, voilà. Et on vient aussi ramener un peu ces experts ou ces ultra fans pour venir soutenir le show. Mais après, on a quand même ce groupe-là qui nous accompagne tout au long de l'année et qui est capable, comme nous tous, on est fan d'un genre, mais on peut être fan de plusieurs genres et on peut avoir, on peut aimer The Boys comme on peut aimer L'été où je suis devenue jolie. Enfin, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de contrainte particulière. Enfin, là, on n'est pas dans une catégorie, un créateur, mode, beauté, etc. Voilà. Là, on est plus large. On est un peu plus large. Après, effectivement, il y a des fans et des experts de films de science-fiction. Ouais, voilà, c'est des communautés très spécifiques, ou des mangas, ou des choses. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et alors, aujourd'hui, c'est quel type d'influenceurs avec qui vous travaillez ? Par exemple, on parlait tout à l'heure de catégorie mode, beauté. Enfin, est-ce que c'est des créateurs qui sont spécialisés dans le cinéma/série, ou bien c'est des influenceurs qui parlent de beauté, par exemple, mais qui adorent regarder tel et tel type de show ? Et bien, effectivement, dans le divertissement, on est ultra libre. Ouais. C'est une des industries où on peut travailler avec tous les influenceurs parce qu'en fait, tout le monde regarde une série ou un film en rentrant chez soi le soir. Ouais, c'est ça, normalement. Donc, on est globalement assez libre. Et c'est assez, c'est cool. C'est aussi parfois un peu challengeant parce qu'en fait, on va toujours chercher des nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Et on se renouvelle énormément, donc il faut avoir la capacité de faire de la veille de manière très très large. On n'est pas juste sur... j'ai fait de la beauté dans ma carrière. Bon, là, on connaît au bout d'un moment les 30 filles en France qui font de la beauté et qui sont hyper calées, expertes, etc. et sur lesquelles on sait qu'on peut compter. Là, moi, je suis dans un univers qui se renouvelle en permanence, qui est hyper large, etc. Donc... donc tu as tout horizon, toute typologie d'influenceurs. Complètement. Et tu as un traitement quand même particulier avec ceux qui traitent vraiment de séries. Je crois qu'il y a des blogs aussi. Il y a des experts de séries et de cinéma aussi, souvent. Oui, c'est ça. On est en contact avec eux et on a presque plus une approche RP. RP, du coup, presse. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, c'est plutôt cette équipe-là qui va être en contact avec eux, parce que on va pouvoir leur donner nos communiqués de presse, on va pouvoir aussi les mettre à jour sur les dates de sortie, ce genre de choses. Faire des projections pour eux, est-ce que c'est des choses que vous faites ? Il y a des projections presse, il y a des projections influence, il y a des projections grand public, presque, je dirais, entre guillemets, où on mélange un peu tout le monde, etc. Ça, il y en a très régulièrement. Donc là, on peut dire que la presse, elle va gérer les journalistes,
et les supports spécialisés, donc blog ou chaîne YouTube spécialisée en séries ou en films. Et toi, tu vas plutôt gérer la partie vraiment créateur sur les plateformes sociales. C'est ça, et création de contenu. Création de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que j'aimerais essayer de matérialiser un poil, comment on fait de l'influence quand on sort, par exemple, une nouvelle série. Est-ce que tu as 2-3 exemples à nous donner, ou peut-être différents, mais comment tu organises le lancement d'un nouveau show? Est-ce que c'est des previews? Est-ce que c'est une invitation avec... Alors, tu m'as parlé de tournage tout à l'heure. Jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qui peut être intéressant à expliquer, en fait? Eh bien, effectivement, lorsqu'on sort une nouvelle série, imaginons une série française, où on a beaucoup d'accès, on peut envisager dès le tournage un passage sur le plateau, déjà rencontrer les acteurs à ce moment-là, sur la série Salade grecque de Cédric Clapiche qui est sortie cet été. On a pu emmener un groupe de créateurs sur le tournage 1 an avant, où ils ont déjà rencontré les acteurs, ils ont déjà rencontré le réalisateur, ils ont pu voir une journée entière de tournage, etc., à Athènes. Et puis après, on a continué à travailler avec ce groupe de créateurs, mais on les a rappelés presque un an plus tard, en fait. Où là, ils ont pu voir les épisodes en avant-première. Donc on peut organiser des projections dédiées pour eux, pour pouvoir voir les épisodes, pour ensuite, eux, réfléchir au contenu qu'ils avaient envie de créer autour de ça, parce qu'il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées dans la série, et donc ça nous permettait de travailler comment on passe de jeune adulte à vraiment la vie d'adulte, entre guillemets, sérieuse, comment on aborde l'identité de genre. Enfin, on pouvait travailler c'est assez riche en plus comme thématique sur ce film, enfin sur cette série. Donc effectivement, on avait la partie, on va dire, un peu plus visite, tournage, découverte de la série, puis après la partie vraiment création de contenu. On peut avoir une partie un peu plus événementielle où on organise une grande avant-première, etc. On peut avoir aussi une espèce de suivi de la campagne de com de la série sur Salade grecque, qui faisait l'ouverture du festival Sérimania. On a pu emmener un influenceur avec nous pour voir les coulisses aussi du festival et couvrir le festival de son côté. Voilà, donc on arrive à leur donner suffisamment d'accès pour être partie prenante de la campagne de com, évidemment, mais aussi un peu de la série. De la série. Et donc, quand ils vont 1 an avant à Athènes, ils ont le droit de créer du contenu qui sortiront 1 an plus tard, par exemple. Exactement. Donc là, il faut leur faire super confiance, on va dire. C'est ça. Bon, c'est contractualisé peut-être, mais quand même. Oui, c'est ça. Il y a une question de confiance. Il faut être confiant. Là, tu as des relations très proches avec eux. Enfin, j'imagine, c'est pas... Oui, c'est obligé sûr d'avoir on est obligé. Bon, après, il y a des contraintes légales avec des contrats, etc., là, qui couvrent. C'est aussi une pratique qui est faite à la base par les RP depuis toujours, les embargos, mais c'est une population etc. plus professionnelle, quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est un petit peu différent, c'est parfois un peu nouveau pour certains, mais globalement, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Tout le monde le comprend, et au pire, s'il y a une story qui sort un peu trop vite, etc., on a le temps de la rattraper, on a le temps... Oui, tu surveilles, et puis bon, après, ils vont pas aller spoiler Non, et ils le comprennent que c'est pas le moment et qu'on peut pas encore le faire. Nous, on avait ça dans l'automobile. C'est vrai que c'était aussi une industrie très protectrice, entre guillemets, parce que quand il y a les concept cars, quand il y a les versions non officielles, etc., ça a pris un peu de temps à intégrer l'influenceur dans ces milieux-là, parce que moins confiance, moins pro, entre guillemets, moins dépendant d'une rédaction où tu peux quand même faire respecter les contrats, ce qui des fois est plus simple pour des annonceurs. Mais oui, effectivement, maintenant, ils peuvent quand même être bien encadrés, quoi. Ils peuvent être encadrés. Et en fait, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est de convaincre de l'autre côté. Oui. Le studio, de convaincre la boîte de prod, même les réals, les acteurs, certains sont pas complètement convaincus, ou on peut avoir une mauvaise image de l'influence. Bien sûr. Et donc en fait, c'est plutôt ces personnes-là en premier qu'il faut convaincre, parce qu'ils ont des craintes aussi, justement, de sécurité et de divulgation. Et en fait, parce qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de faire plein de choses. Les acteurs n'ont pas le droit non plus. Donc ils n'ont pas le droit. Ils sont assez protecteurs de leur bébé, image, quelque part. Et donc, ils n'ont pas envie, justement, qu'il y ait des images qui fuitent ou quoi que ce soit. Et donc, il faut les rassurer aussi en amont. Et après, prendre presque un peu la responsabilité du truc. Et c'est là où j'ai le moment où je me dis, j'espère que tout va bien se passer. Ouais, t'as toujours une petite appréhension, non? Oui, quand même, on sait jamais. Parce que même sur place, t'as des équipes différentes, tu sais pas qui va vraiment bien accueillir le truc. Et c'est pour ça qu'on essaie de choisir aussi des choses
sur lesquels il y a le moins de risques possible. Oui. Voilà. Si on a une scène ou un truc très spécifique, crucial dans le film, tu peux pas. Enfin, imaginons sur LOL où les castings sont toujours très secrets, on va faire en sorte que ça ne soit pas divulgué et qu'on leur donne des accès à des choses autres autour pour justement protéger le secret. Quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu as des shows après comme ça, enfin des émissions sur lesquelles là, où le casting est très très secret, tu peux pas. Oui, non. C'est plus compliqué, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, c'est quand même indispensable, non ? Quand tu lances, enfin indispensable. Je sais de pas faire si de l'influence ? Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est indispensable d'ailleurs ? C'est une question ou c'est un plus par rapport à. Moi, je dirais que c'est assez indispensable, mais bon, je prêche pour ma paroisse en même temps. Oui. Non, mais tu le vois de l'intérieur aussi. Enfin, tu sens peut-être que ça, il y a des demandes plus fortes. Enfin... Oui. Et en fait, on a besoin quand même de ce bouche à oreille et de cette recommandation. Ouais. Pourquoi on regarde une série ou un film ? C'est parce que quelqu'un nous a dit qu'il l'avait regardé et que c'était super et qu'il te le recommande. Donc en fait, on est une industrie où on a vraiment besoin que quelqu'un recommande à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis le bouche à oreille est c'est vieux comme le monde dans ce milieu-là. Quoi. Avant, on avait une rubrique dans Télérama, on faisait les entrées. Et... Bon, maintenant, peut-être moins maintenant, mais... il y en a toujours. Mais le bouche à oreille est très, on travaille beaucoup avec la presse, justement, parce que c'est aussi gage de valeur d'avoir un article, une critique presse positive. C'est toujours très important. Mais c'est vrai que pour un peu tout le monde, on lance la machine de la recommandation via l'influence. Et là, tu recherches quoi ? C'est quoi quand tu fais ton casting, donc Salade Grecque par exemple, prenons cet exemple-là, tu recherches quoi comme type d'influenceur ? Est-ce que tu vas te dire, quel type de plateforme déjà tu pourrais vouloir utiliser plus que d'autres ou... On rentre pas toujours par la plateforme, sauf si on a des objectifs spécifiques, etc. Mais c'est pas forcément le premier point d'entrée. On va plutôt travailler les thématiques du contenu. Donc, comme je disais sur Salade Grecque, on en avait vraiment plein de différents, etc. Donc, ça nous a permis d'avoir un casting assez large. Et c'est vraiment ça. Ça va être les thématiques du contenu. On a aussi une cible qui est définie plus ou moins en amont, qui nous permet aussi, de se dire en fait, si là c'est un film d'action pour les hommes 35+, on va peut-être pas aller chercher des influenceuses beauté. Bien sûr. Mais effectivement, ça va être un peu de cible, ça va être un peu de thématique et d'affinité. Typiquement aussi sur des licences qui reviennent. Il y a le côté fan qui joue énormément, quoi. Et à ce moment-là, ça peut nous arriver de travailler avec quelqu'un qu'on n'aurait pas du tout imaginé à la base, mais qu'en fait est fan. Ouais, donc ça change tout. Enfin, ça change son lien avec le show et son. Exactement. Et puis potentiellement, il en a déjà parlé, donc il y a aussi un truc de crédibilité qui va être plus fort. Et au final, effectivement, c'était peut-être un expert automobile qu'on n'avait pas du tout prévu sur une série complètement différente de l'automobile, mais comme il est fan, qu'il en a déjà parlé potentiellement, c'est mieux. Ouais. Et aujourd'hui, tu leur demandes quoi ? Enfin, c'est quoi quand ils viennent sur une campagne, par exemple ? Tu attends quoi ? Des contenus originaux ? Tu attends des interviews ? Est-ce qu'ils font des interviews ? On peut avoir des interviews. On peut avoir... On est très large en termes de format. Effectivement, là, on parle un peu plus de plateforme. Donc, si on a des personnes qui sont sur YouTube, on peut imaginer des formats un peu plus longs, un peu plus produits, etc., qui changent du vlog classique. Ça, on se permet de l'envisager. On peut créer plein d'histoires supplémentaires. On peut tirer le fil du show, etc. Donc, en fait, sur YouTube, on va pouvoir faire ça. Sur TikTok, ça va être... ça peut être de la trend, comme ça peut être aussi... Il y a pas mal aussi de personnes qui écrivent des fictions, de ce genre de choses, qu'on va demander inspirées de tel titre, etc. Enfin, on se permet ça. Sur Twitter, c'est vrai qu'on fait pas mal de recommandations, où c'est là qu'on a des experts qui vont recommander sur Twitter en disant j'ai vu tel film, je l'ai vraiment aimé, regardez-le. Et après, sur Instagram, ça nous permet de couvrir plutôt les événements, globalement, avec tous les formats story, etc. Oui. Mais ça nous empêche pas non plus, quand même, maintenant que les Reels ont vraiment pris un poids conséquent, de faire des formats qui ressemblent à ceux de TikTok en termes d'écriture et de conception, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes aussi... Alors, tu parlais de Twitter, donc ça, c'est une plateforme un peu historique, mais qui marche bien dans ce genre de sujet, je pense.
Ouais, qui marche bien. bien Aujourd'hui, oui, mais... ça nous permet d'avoir effectivement de sentir les conversations tout de suite à la sortie d'un titre. Oui, parce que c'est commenté en direct. Quelqu'un l'a vu, il écrit, il tweet, c'est automatique. Après, en influence, moi, je l'ai toujours trouvé difficile comme plateforme. C'est difficile, c'est ça. Parce que on est limité énormément dans ce qu'on peut faire. On sait que les contenus vidéo, elles marchent pas si bien que ça. Où il faut qu'elles soient courtes et on va dire qu'en termes d'asset marketing, ça fonctionne pour une bande-annonce. Mais après, pour un influenceur... c'est compliqué. Hein. C'est plus pour la presse. Quoi. Voilà, pour la presse, effectivement, ils continuent à en faire. Nous, c'est vrai que du côté influence, on va dire vraiment influence pure, Twitter est plus compliqué. Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous cherchez plutôt des talents sur TikTok, Instagram, Twitch, YouTube. Enfin, Twitch, je sais pas si c'est un sujet. Mais... Twitch, ça a été un sujet pendant pas mal de temps, qu'on a un petit peu dépriorisé récemment. Mais effectivement, sur Twitch aussi, on avait de la matière, en fait, pour pouvoir communiquer sur la plateforme, sans oublier que on est dans le même groupe. Oui, ça pourrait faciliter les choses. Et que on a des fonctionnalités qui nous permettent de faire des choses que les autres services de streaming ne peuvent pas faire. Sur Twitch, on peut faire une vision commune, un visionnage avec sa communauté via le service Prime Video. Et donc le Twitcher, le streamer, peut lancer un épisode d'une série et ses abonnés qui sont aussi abonnés Prime Video, parce que c'est quand même le petit détail, peuvent regarder la série en même temps avec lui et en même temps écouter son stream et l'entendre commenter. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est unique parce que elle ne fonctionne pas avec les autres services. Ça, c'est plutôt sympa. Donc tu refais ta petite salle de ciné à distance où chacun va regarder et commenter. Le même show, quoi. C'est exactement. Vous l'avez déjà fait, ça? Oui, on l'a déjà fait. Ça marche bien. On l'a pas mal fait sur la première saison des Anneaux de Pouvoir. D'accord. Qui est très... Voilà, et on avait besoin, en fait, d'avoir quelqu'un pour nous guider dans le visionnage des épisodes. Oui, aussi. Pour comprendre tout le lore, toute l'écriture autour, et les choix aussi de certains réalisateurs dans l'écriture, etc. Et on avait des experts du Seigneur des Anneaux qui étaient là un peu pour nous guider dans ces épisodes. C'est un peu il y avait des fois à l'époque des options commentaires du réalisateur. Oui. En parallèle d'eux. Donc là, c'est pas le réalisateur, mais c'est le fan qui commente le truc. Mais ça, c'est hyper sympa, en fait. Comme format, c'est innovant. Voilà. Et les gens adorent. J'imagine. En vrai, ça crée des chats enflammés où chacun donne son avis sur la chose, pose des questions en live. Et en même temps, tu peux avoir en plus même des invités, guests, réalisateurs qui peuvent venir dans l'émission. On peut tout faire. Tout est possible. Sympa. Et alors aujourd'hui, comment alors Amazon Prime Video est américain. Il n'y a pas de secret là-dedans. Non, aucun. Et aujourd'hui, c'est une stratégie monde que tu dois, toi, appliquer en France. Ou est-ce que c'est une stratégie que tu travailles au niveau France? Quelle est la part du global et du local par rapport à ces sujets-là? Le global, on va dire qu'il est là pour définir la stratégie de marque, la plateforme de marque. Après, sur la partie, on va dire, plus réseaux sociaux et influence, on est assez libre de définir notre stratégie en tant que pays. D'accord. On a évidemment des conditions et des guidelines à suivre, mais ça n'empêche que on est là aussi pour répondre à une communauté française. Qui est particulière. Voilà, qui a sa manière de faire, qui n'est pas du tout la même que, par exemple, en Italie. Il y a des choses qu'on peut faire en France qu'on peut pas faire en Italie parce que les mœurs sont pas les mêmes, etc. Donc, en fait, derrière, on crée notre stratégie française. D'accord. Et après, tu as un droit de regard, j'imagine, au niveau des KPI encore. Pas forcément. T'as les guidelines. On s'est tous alignés pour avoir les mêmes chiffres et mesures. Oui. Pour pouvoir se comparer, pour pouvoir comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas à l'échelle mondiale, on va dire. Après, on peut en rajouter si on a envie, parce qu'on se dit qu'en France, il y a telle chose qui fait qu'il faut qu'on le mesure plus en France qu'en Allemagne. Et ensuite, au niveau des objectifs qu'on va se définir, c'est une stratégie qui est effectivement un peu plus globale pour que justement tout le monde soit plutôt aligné. Et aujourd'hui, vos influenceurs sont des influenceurs... je sais pas, t'as les guidelines en termes de taille de communauté, en termes de taux d'engagement. C'est des gros influenceurs obligatoirement, ou ça peut être des... On travaille avec des
un peu toutes sortes de typologies. On a peut-être peu fait de micro-nano. D'accord. On va facilement plutôt, sur du mid-tier, top-tier influenceur, parce que déjà on peut se le permettre. Ouais. Ce qui est pas toujours le cas de toutes les marques, et nous on peut se le permettre, et que on a aussi souvent une certaine, je trouve, exigence dans la création de contenu. Et qui arrive progressivement, en fait, on sait, au fur et à mesure qu'ils se développent en tant qu'influenceurs. Donc, ça nous projette sur des influenceurs qui sont déjà un peu installés, au final. Ouais. Même si, moi, j'adore travailler avec des nouveaux créateurs qui viennent d'arriver sur la plateforme, etc. Il y en a qui ont des très bonnes idées et on peut travailler avec eux dès le début, et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que plus ils sont déjà expérimentés, plus on va pouvoir collaborer ensemble pour ça peut être plus qualitatif. Oui, voilà. Toute une histoire de création, pour le coup. Oui, et une manière de réfléchir aussi dans la conception de contenu. Tu fais tout toute seule aujourd'hui? Enfin, tu as une équipe, j'imagine. Vous êtes accompagné? Comment on est accompagné. On est accompagné d'agences qui viennent... Oui, parce que c'est du boulot. Enfin, j'imagine qu'en plus, tu as un nombre de titres incroyable. C'est ça, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup d'ambition aussi. Donc, effectivement, moi, je suis rattachée dans l'équipe sociale. D'accord. Et je suis accompagnée d'une agence à l'année. Ouais, parce que là, il faut des nouveaux castings. Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'opérationnel aussi, quand même. Voilà, il y a l'opérationnel, il y a la relation aussi avec les influenceurs, que moi j'ai, mais que l'agence aussi a beaucoup. Ouais. Parce que j'ai pas la capacité horaire, humaine de gérer tout le monde, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un vrai sujet. Non, mais très bien. Et aujourd'hui, tu peux considérer qu'une campagne est réussie quand tu as le nombre de contenus que tu avais demandé, les performances qui ont explosé, ou des avis positifs par rapport à leur contenu? Parce que là, c'est un peu particulier. En général, on va mesurer les impressions et le taux d'engagement. Oui, voilà. Sûrement, voilà, ça c'est sûr. Mais est-ce que toi, tu as un truc en plus qui va faire que, tiens, il y a un bon insight pour le lancement du show? Souvent, c'est un premier signe que la campagne se passe bien et que les influenceurs se sont sentis bien dans la campagne, c'est quand on mesure le nombre de contenus qu'on a payés et le nombre de contenus total qu'on a obtenu. Oui. Et quand ils produisent plus de contenu que prévu, c'est déjà qu'ils se sont sentis bien dans la campagne, ou que vraiment ils ont ultra apprécié la série ou le film, et que donc ils se sont investis 200% dans la campagne. Et c'est déjà un bon indicateur que derrière, les communautés vont être encore plus réceptives, souvent. C'est relié. On peut déjà sentir à ce moment-là que ça va bien partir. Après, effectivement, nous, on n'arrive pas encore à le mesurer concrètement, mais c'est un peu le problème de tout le monde sur le fameux ROI de l'influence. Mais c'est vrai que quand on voit des communautés qui s'excitent un peu plus sur le titre, sur les contenus des influenceurs qui commentent avec passion, etc., on se dit, là, on a dû faire plutôt quelque chose de bien. Parce que du coup, c'est, j'imagine, un retour qualitatif qui doit vous plaire, qui doit vous intéresser aussi, parce que les créateurs, des fois, reçoivent plein de messages privés. Je sais qu'on partage beaucoup de discussions qui sont faites offline, je veux dire, non visibles, en privé, pour donner aussi à nos marques des insights. Pour dire, attendez, il y a vraiment un sujet sur le goût, sur la couleur, la collection. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en message privé qu'on voit pas forcément. Et en fait, nous, ça revient au fait que s'il y a toutes ces conversations-là, s'il y a cette excitation, etc., c'est que le pouvoir de recommandation des influenceurs s'est enclenché et que le bouche à oreille va se continuer et que donc on a réussi à faire ce qu'on avait prévu de faire. Après, on a une autre manière aussi de travailler avec certains de nos créateurs, c'est de les faire intervenir sur nos propres réseaux sociaux. Et donc là, on va plutôt mesurer l'engagement de nos contenus avec ces influenceurs sur nos réseaux. Donc là, ça veut dire qu'ils peuvent venir sur vos réseaux. Alors, je vais prendre Instagram. Oui. Pour faire un takeover, ce qu'on appelle, ou pas Alors non, c'est pas un takeover, ça va être plutôt de créer un contenu qui sera publié sur nos réseaux. Ça peut être un format récurrent. On a un format récurrent qui s'appelle le modérateur, où on a du coup Thomas Desseur qui vient
jouer le rôle du modérateur de nos réseaux sociaux. Et donc, voilà, ça c'est un format récurrent qu'il a incarné, qui aujourd'hui est une référence dans notre communauté Prime Video. Donc en fait, régulièrement, on a des commentaires de gens qui nous demandent c'est quand le prochain numéro et est-ce que le modérateur il pourrait faire ça, est-ce que vous pouvez pas mettre le modérateur dans la prochaine saison de LOL, etc. Donc il y a des formats de ce type-là qui sont récurrents, mais après on a aussi des formats moins récurrents où parce que on va avoir un influenceur qui nous dit voilà, moi sur mes réseaux je suis pas à l'aise de le faire parce que c'est pas encore vraiment ma ligne édito, mais je pense que ça pourrait marcher chez vous. Est-ce que je pourrais écrire, je sais pas, une petite fiction pour faire la suite de Gen V, la nouvelle série dérivée de The Boys? Eh bien, oui, vas-y, on essaye, on voit. Nous, on nourrit notre communauté de toutes sortes de contenus, que ça soit des coulisses, que ça soit des previews, que ça soit aussi, du coup, du travail de fan, en fait. Donc là, vous êtes vraiment dans le contenu. C'est-à-dire que vraiment là, ce que vous attendez du créateur, pour le coup, là, c'est un créateur. Ah oui, vraiment. Des fois, ils savent pas créer, donc là, c'est un vrai sujet. Là, c'est vraiment aussi dans le storytelling, dans la narration, dans le montage ou dans les petits cours qu'ils peuvent faire pour continuer l'histoire ou continuer l'histoire ou la réinventer ou donner même son avis. On peut aussi avoir certains qui viennent donner leurs avis, qui viennent donner leur point de vue d'experts, etc. Mais donc là, oui, il y a vraiment une production de contenu qui est demandée à ces influenceurs. Et aujourd'hui, tu pourrais aller, je sais pas si vous le faites déjà, mais tu peux médiatiser aussi cette production pour faire la promotion d'un show. Oui, tout à fait. Ça fait partie des contrats. Tu utilises des contrats. Quoi. Aujourd'hui, finalement, vous avez des influenceurs qui viennent dans un show. Oui. Alors, ça va dire que c'était le top du top, parce que là, vous avez pu partir. Accès au tournage, tout ça. À minima, donc maximum ça. Minima, c'est une avant-première un peu festive, parce que c'est un gros show. Oui. Et ou une preview à part, on va dire, dans un cinéma ou dans une projection privée. Et là, vous leur demandez effectivement des avis, des contenus qui vont venir vous aider et vous en servez pour faire la médiatisation, la promotion de la série. Oui, en fait, effectivement, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, c'est souvent donc avec principalement ceux qui on a des deals à l'année. Oui, c'est ça. Qui viennent faire des contenus sur nos réseaux parce que on a déjà une certaine confiance, on se connaît bien, ils nous connaissent bien, et en fait pour ces formats récurrents aussi c'est mieux de pouvoir avoir ces contrats. Et derrière ils ont accès effectivement au contenu en lui-même parce qu'ils en ont besoin. Oui. Et derrière ils peuvent produire en fonction de leur créativité et de leurs envies, mais aussi on en discute ensemble, c'est de la co-création. C'est ça. Ouais. Et c'est combien de personnes, ça, à peu près? C'est énormément? C'est une vingtaine. Une vingtaine, quand même. Et qui couvre à peu près tous les types de shows ou de... À peu près. C'est déjà pas mal, hein? Ah oui. C'est du boulot. C'est du boulot. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu as déjà fait avant avec eux, aujourd'hui, ce que vous faites avec eux, est-ce que tu imagines qu'ils puissent aller plus loin encore? Idéalement, d'avoir vraiment des créateurs qui vont pas faire leur série, mais... Jusqu'où tu pourrais aller avec eux? En vrai, si, ce serait réussir à avoir des créateurs qui sont tellement ambitieux ou qui ont un rêve particulier de pouvoir les aider à monter leur projet et finir par diffuser le projet, produire le projet. Ça, ce serait vraiment... Ça s'est déjà fait dans d'autres pays ou... Pas que je sache. C'est ça. Là, on commence à avoir certains qu'on arrive à intégrer dans des séries ou dans des films. Ah ouais, génial. Pour des petits rôles ou ce genre de choses. Et donc, faire la transformation. Ouais. De passer maintenant de tu as vu les coulisses du show à tu es dans le show. Ouais, ça c'est sympa. C'est un peu le but ultime, on dirait. Mais on peut pas le faire avec tout le monde. Ah non, mais il faut déjà vouloir le faire. Oui, et puis, déjà. Et puis, faut être doué pour le faire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce serait carrément de boucler la boucle. Ouais, la boucle. Ouais, c'est ça, parce que souvent c'est un rêve aussi enfin, c'est pas peut-être un rêve, mais en tout cas ceux qui aiment les séries et qui aiment les shows, à un moment donné, ils voudraient aussi participer, quoi. Voilà, participer. Ça peut être devant la caméra, derrière la caméra, mais effectivement, ce serait le but de pouvoir y arriver, quoi. Y arriver. Et tu parlais de l'Espagne tout à l'heure. Tu vois une vraie différence entre ce que tu peux faire en France et en Espagne? Il y a un socle commun, quand même, au niveau de l'influence, mais après, il y a des différences en termes de plateforme. Twitch est très très fort en Espagne, là où aujourd'hui en France, on reste encore assez confidentiel, pas mal. Donc ça peut changer. Après, il y a des
y a des différences d'approche où je trouve que par exemple en France, on arrive encore à envoyer des kits et derrière avoir du contenu sans rémunérer des influenceurs, mais parce qu'ils ont trouvé un intérêt particulier à partager. Là où en Espagne, on a plus de difficultés. Ah oui. Les kits sont rémunérés en fait maintenant. C'est voilà, on t'envoie tel et tel produit et derrière tu vas poster et on fait un contrat comme vraiment une collab. Voilà. Ouais. Qui sera peut-être le cas en France dans 3 ans. Avec la loi commerciale en même temps. Déjà avec la loi et peut-être qu'au fur et à mesure ça va se transformer comme ça et c'est possible. Mais en tout cas en Espagne il y a déjà cette différence. Et après la typologie des influenceurs, je trouve qu'en France on a beaucoup de typologies différentes. Il y a beaucoup de créateurs très très différents. Là où en Espagne, j'ai l'impression que c'est un peu plus cadré, enfin rangé, je dirais. Rangé, ouais, catégorisé. Catégorisé. Là où en France, on peut être un peu fluide entre les catégories. En Espagne, chacun a son territoire. Ouais, c'est formaté, quoi. Ce qui est marrant, mais. Particularité. Peut-être qu'ils sont plus organisés que nous, je ne sais pas. Non, mais après, c'est une histoire peut-être aussi de marché. C'est vrai que les Français aiment bien être sur 2-3 catégories en même temps. Oui, voilà, peut-être que... Naturellement, je crois, parce que beaucoup ont commencé par raconter leur vie, en fait. Donc forcément, ça va de... Et il y en a aussi en Espagne qui le font, mais... Ouais. Et des fois, tu as des campagnes européennes qui peuvent avoir lieu sur des gros shows. Oui. Où, ça arrive souvent. J'imagine que chacun vient avec son écurie, j'allais dire. Oui, c'est ça, un peu ça. Et vous intégrez dans un truc global. Oui, une avant-première mondiale, ce genre de choses. Du coup, effectivement, on va se réunir tous au même endroit, chacun avec ses influenceurs. Ouais. Là, les plus gros lancements que tu as pu faire récemment, c'était sur quoi? Tu nous as parlé de Salade grecque qui est sortie cet été. Salade grecque, effectivement. L'année dernière, on a eu la saison 3 de LOL. Ouais, aussi. Gros sujet, ouais. Et là, très récemment, encore en cours, Gen V, donc la série du monde de The Boys qui vient de sortir et qui est justement... on a besoin un peu de ce pouvoir de recommandation sur ce genre de série où il y a déjà une licence qui existe, mais c'est quand même un spin-off. Ouais. Donc il faut pouvoir convaincre. Ouais, c'est ça. Ouais. Les spin-offs, c'est jamais facile en plus. Non. Il faut expliquer, il faut dire en quoi c'est différent aussi, quoi. Faut le lancer, quoi. C'est ça. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors, passons sur une partie un peu plus marché influenceur aujourd'hui. Comment tu vois ce monde, toi, de l'influence aujourd'hui? Est-ce que, depuis que tu as commencé à travailler dans ce milieu-là, comment tu le vois évoluer aujourd'hui? Alors, il a énormément évolué. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé vraiment là-dedans. Et effectivement, là... on va dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir une espèce de structure qui s'est définie, qui est un peu plus lisible. On a longtemps navigué à vue, on a longtemps été dans le flou. Maintenant, on commence à avoir des contours qui existent. C'est pas encore tout à fait clair, surtout. Il y a encore beaucoup de choses à, je pense, justement organiser, comme on se disait. Ouais. Mais voilà, ça se professionnalise vraiment. Enfin, de toute façon, on le voit, maintenant, les enjeux budgétaires sont beaucoup plus importants qu'avant. Il y a des choses qui font que derrière, on est obligé de se professionnaliser de plus en plus. Il y a eu une chasse aux sorcières qui a été faite, qu'on appelait depuis pas mal d'années, pas forcément dans les conditions dans lesquelles elle a été faite, mais en tout cas... Moi, déjà, il y a 5 ans, on me posait la question, je disais, bon, il y a un moment, il va falloir qu'il y ait un nettoyage qui se fasse. Là, il s'est fait là dans les derniers mois. La nouvelle loi fait que elle est en train de se faire. Il y en a les communautés ont compris aussi. Je pense que le grand public a compris. Ouais. Donc maintenant, voilà, il y a le nettoyage qui a été fait, les contours ont été posés. On va arriver à avoir quelque chose plus cadré pour les prochaines années. Mais il y a aussi l'impact des plateformes, et TikTok est venu tout perturber en arrivant. Ça a redistribué complètement les cartes. Il y a des créateurs qui étaient très puissants, qui en fait le sont plus tant que ça maintenant, et qui se sont fait dépasser par la plateforme. Et on ne sait pas si demain on va pas avoir une nouvelle qui va arriver et qui va encore distribuer les cartes. Moi, après, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que je fais ce métier. Hein. Oui. Mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je dis toujours aux créateurs, vous êtes locataires. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la plateforme change l'algorithme, ou change de format, et où
une nouvelle plateforme arrive et d'autres créateurs vont venir vous déloger parce que ça correspond peut-être un peu plus. Ou demain, TikTok se réinvente aussi parce qu'on sait que voilà, eux, ils ont prévu d'être là pour longtemps. Ouais. Ils ont investi. Ils ont une force de frappe énorme et ils ont des ambitions énormes. Quand on voit qu'ils commencent déjà à manger sur le moteur de recherche et sur Google, Google, normalement, il était pionnier, il bougeait pas. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Il passait toutes les vagues. C'est ça. Et là, il y a TikTok qui commence à récupérer des morceaux du moteur de recherche. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, quoi. J'ai interviewé Arnaud Cabanis de chez TikTok et il m'a dit quand même, dans le podcast, c'est public, mais que le moteur, c'est l'arme ultime. Évidemment. Et c'est leur sujet, quoi. Et je comprends. Même moi, qui suis quand même une grosse consommatrice de TikTok, j'ai pris des réflexes maintenant. Si je cherche un restaurant, je vais chercher sur TikTok. Si je pars en vacances, je me dis, je vais chercher sur TikTok des nouvelles adresses. Il y a 6 mois, je l'aurais pas fait. Bah oui. C'est là où c'est différent de Meta, d'autres plateformes en tout cas, qui ont plutôt axé énormément sur l'algorithme de contenu. C'est-à-dire, je vais te pousser du contenu qui te va bien, alors ce que fait très bien aussi TikTok. Ça très très bien. Ils ont un petit peu, on a vu l'Explorer sortir de chez Instagram, qui est très très peu utilisé, je crois, c'est une mise en avant, mais un peu algorithmique quand même. Et pour le coup, le moteur de recherche n'est pas trop fiable. Non. Ça marche pas vraiment. Le moteur de recherche, il est vraiment là dans sa fonctionnalité première de hashtag, contenu, mot-clé. On met un mot-clé, on a le mot-clé, on n'a pas de contenu autour qui vont venir graviter et ouvrir des horizons nouveaux, quoi. Bon, ça, c'est vrai que l'évolution des plateformes est hyper intéressante. On parle plus trop de Snapchat. C'est vrai que Snapchat, c'est devenu... On parle plus trop de Snapchat, et quand on regarde les chiffres, ils sont quand même encore hyper présents. Écoute, j'en parlais hier, j'ai fait une intervention hier sur les chiffres, et malgré tout, Snapchat est encore puissant dans le chiffre. On en parle moins. Beaucoup moins. A toujours ce côté éphémère qui plaît à certaines catégories de créateurs ou de types de contenu qu'on peut publier, mais on en parle moins. Après, il y a peut-être une base d'aficionados qui sont là et qui tiennent le sujet, et je pense que c'est ça. Il y a des vrais sujets Snapchat, des vrais sujets TikTok, et il y a des réflexes aussi, je pense, de consommation de plateformes. On va aller directement voir sur Snapchat et on n'irait peut-être pas voir sur Insta ou sur TikTok. Et une typologie de population aussi. Ouais, typiquement. Et la télé-réalité a beaucoup exercé sur Snapchat, parce que c'est le côté le plus éphémère possible, donc pas vu, pas pris, c'est bien. Exactement. Et un côté chiffre masqué, je pense aussi, qui fait que... Du coup, il n'y a pas d'influence. Il y a eu de l'influence à un moment sur Snapchat. Oui, il y a eu, mais ça s'est vite transformé. J'ai fait des campagnes à une époque sur Snapchat, mais c'est vrai que maintenant... Maintenant, on n'en fait plus, quoi. Naturellement, non. Non, il y a du média qui se passe et il y a des annonceurs qui achètent. Après, c'est vrai qu'ils ont... chez Snap. Ils ont un peu modélisé aussi avec les chaînes médias. C'est-à-dire qu'ils avaient vachement axé sur les rédactions pour faire le Gala Room, CNN à l'époque, côté américain, où il y avait une rédaction dédiée à l'écriture, au montage Snapchat. Donc ça a été très orienté média, moins créateur. Complètement. Et puis après... comme Meta est le roi du copier-coller, je vais prendre Snapchat, je vais en faire des stories, qui, alors, grande surprise, a été un blockbuster énorme qu'ils n'avaient pas prévu. Et tiens, je vais faire des réels, comme ça, je vais faire un peu de TikTok. Un peu de TikTok. Donc ça, c'est le magnétisme des plateformes. Mais j'aime dire que quand on me partage un réel d'Instagram, je suis là, mais ça, c'était la trend il y a une semaine sur TikTok, en fait. J'étais une semaine de retard sur TikTok. Il y a deux timelines. Ouais, c'est ça. Puis il y a 2 vitesses, il y a 2 trucs, quoi. C'est ça. Il y a 2 compteurs aussi, parce que les vues, je crois, de mémoire, c'est toujours 1 seconde sur TikTok. Oui. Donc, on fait beaucoup de vues sans vraiment les voir. Et c'est ça. Ça fait gonfler les chiffres. Tout le monde se dit, 20 millions de vues, c'est énorme. Énorme, en fait, on a sûrement fait 200 000. Mais... Enfin, j'exagère. Mais pour avoir 1 million sur YouTube, par exemple, c'est chaud, beaucoup plus long. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de marques qui n'ont pas voulu aller sur TikTok, enfin, qui ne pouvaient pas y aller, parce que le media compliance, c'était pas là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas comptabiliser une vue après un certain nombre de secondes, et pas 1 seconde, en fait. C'était entre 10 et 15 secondes pour avoir une complétion.
Ce qui n'est pas vraiment le cas, je crois, sur TikTok aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trop d'infos non plus, mais... après, voilà. Après, on connaît tous ce sujet-là, donc ça fait partie du game, et on sait qu'on peut diviser par 10 facilement les chiffres, mais ça donne quand même une tendance, et ça donne une visibilité quand même qui est importante. Et puis, on se dit, voilà, on les prend comme ils sont. On joue avec ça, voilà. Il faut le savoir, oui. Ça, on peut s'auto-comparer sur des autres campagnes qu'on a déjà fait sur TikTok, et puis se dire, est-ce que ça marche pas, au moins sur TikTok. Ouais. Et toi, tu mesures quand même aussi autre chose, non? Enfin, je sais pas, mais quand tu fais les campagnes avec les créateurs, ils dirigent vers le lien de la série, j'imagine? Ils ont un drive-thru. Alors ils peuvent l'avoir. On le met pas tous systématiquement parce que y a des plateformes et des typologies de contenu qui ne le permettent pas. Nous, ce qu'on rajoute souvent en métrique, c'est le Earned Media Value, qui a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, mais qui nous permet aussi d'avoir une métrique qui est la même pour toutes les plateformes, tous les contenus, qu'on puisse au moins se comparer de campagne en campagne. Et je te vais poser la question sur les influenceurs, mais tu t'en sers aussi pour du recrutement d'abonnés ou très peu? Un peu, justement, c'est un peu l'objectif des formats qu'on fait sur nos réseaux. Il peut y avoir cette envie de recrutement derrière, mais c'est pas un objectif principal. Ouais. Parce qu'en plus maintenant, j'imagine que ça marche plutôt bien. Puis c'est lié avec. Oui, mais c'est vrai que en plus ça aurait pu être un objectif vu le nombre de plateformes aujourd'hui qui existent. Mais aujourd'hui, on n'a encore pas la capacité de vraiment mesurer ça. Ouais. Donc moi, je le comprends quand on me demande de faire de l'influence pour faire du recrutement, mais derrière, à part se dire s'il y a un pic à ce moment-là. C'est moi. Voilà. S'il n'y a rien, c'est pas moi. Voilà. Il y a un côté un peu comme ça, quoi. Donc, ouais, mais tu peux mesurer ton UTM, ton clic, et qui va aller sur la plateforme. Bon, j'ai eu 25 clics, combien d'inscrits, ça tu pourrais savoir. Ça, on peut, oui. Ça, tu peux savoir un taux de transformation. Un petit peu, mais après, c'est pas le but premier de l'influence, quand même. Mais c'est vrai que quand on est un vendeur, un retailer, en fait, on clique et quasiment l'achat est instantané. Ouais. Moi, si dans le métro je vois une vidéo d'un influenceur qui me dit regarde ce film, c'est super, je vais pas le regarder à l'instant T. Bah oui. Et donc il y a un chemin qui est beaucoup plus long jusqu'à ce que la personne aille regarder le contenu. Ça. Et c'est là où on perd un peu la capacité de mesurer. Ouais. Revenons sur le marché de l'influence. Donc on va parler après un peu de la loi commerciale et de l'écrémage qui a lieu. Mais comment tu vois aussi le rôle parce qu'on a eu pas mal de montées d'agences d'influence. Moi, j'ai commencé en 2010. Bon, c'est arrivé peut-être aux alentours 2017-2018, on va dire de façon un peu construite. Même avant, il y en a eu beaucoup avant. Oui, il y en a eu des... Mais comment tu vois ces agences-là aujourd'hui? Est-ce que tu trouves... Et donc, quand on se dit agence d'influence... C'est ceux qui gèrent les influenceurs. Qui font du talent management. Oui, d'accord. Très bien. Donc, ils font pas de conseils, qui font Parce qu'en fait, aujourd'hui, agence d'influence... Ça peut définir plein de choses. Il y a des agences de marketing d'influence qui ne vont pas avoir des créateurs signés exclusivement. Il y en a qui vont en avoir. Il y en a qui font que du management d'influenceurs. Ouais. Alors moi, ce que j'appelle agence d'influenceurs, c'est à peu près peut-être 80% du marché, mais ça veut dire des agences qui revendiquent des profils en exclu, en non exclu, mais qui sont là pour représenter un certain nombre de créateurs. Oui, ok. Est-ce que ça t'aide Est-ce que ça t'a aidé dans ton métier? Est-ce que tu trouves ça plus simple, plus compliqué? Ça m'aide parfois parce que j'ai qu'un seul point d'entrée pour plusieurs influenceurs. Donc en fait, ça permet de gagner du temps. Après, ça fait partie un peu du Far West de l'influence. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui revendiquent les mêmes créateurs. Quand tu les appelles, non, je suis pas chez eux. Et voilà, donc parfois c'est assez confusant. Et il faut du coup prendre le temps de démêler le vrai du faux, etc. et mener son enquête pour au final, du coup on perd plus de temps qu'on en gagne. Donc ça c'est un peu pénible. Mais après effectivement, pour certains créateurs ça leur met une structure aussi. Et du coup ils sont accompagnés. Il y en a qui sont très bien et qui le font très bien tout seul. Il y a des agences qui le font aussi très bien et qui permettent de leur proposer vraiment un cadre, une structure, un accompagnement pour les faire grandir, parce que en plus c'est ça l'objectif. Et pour aussi, je pense, les protéger face à des annonceurs qui peuvent être un peu effrayants. Je pense que nous, on peut être un annonceur qui est assez effrayant. Déjà, c'est Amazon, donc déjà ça fait peur.
Et derrière, on arrive avec des contrats qui sont assez précis, qui peuvent être longs, etc. Tu peux pas trop bouger. On peut bouger dans la mesure du possible, quand même, mais c'est vrai que si on n'a pas de connaissances juridiques ou quoi que ce soit, et ce qui peut être le cas quand on a 19 ans et qu'en fait on fait des contenus sur TikTok depuis 2 ans, au moins ça leur permet d'être accompagnés. Ouais. Moi, j'avoue que j'aimerais pouvoir aussi parfois leur décrypter nos contrats et leur dire en fait c'est pas quelque chose de méchant. Oui, c'est juste voilà, pour cadrer la collaboration et se protéger, toi comme nous, au final. Mais bon, j'ai pas ce temps-là et c'est pas mon métier, voilà. Mais au moins les agences permettent ça. Il faut savoir juste faire le tri. Ouais. Et c'est une question d'expérience et de temps. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'annonceurs qui nous appellent des fois, ou avec qui je peux discuter, qui sont pas clients, mais qui me disent wow, votre marché, c'est quand même vachement compliqué, quoi. Parce que il y a 90 000 acteurs. Comme tu disais, beaucoup revendiquent les mêmes, et des fois, ils sont chez aucun des deux. Donc ça arrive. Hein. J'ai un créateur qu'on connaît bien en plus, manque de peau peut-être, mais on a reçu dans la même semaine 2 emails de 2 agences différentes qui le représentent en exclut les deux. Et c'est ça. Je lui ai dit, on peut pas. Pas de ça, je pense pas. Il m'a dit, je suis dans aucune des deux, quoi. Donc il est furax maintenant parce que certaines agences profitent un peu de la notoriété de ces créateurs pour se faire leur propre promo, RP et rentrer dans les agences. Mais c'est un métier qui, là, je trouve, pour le coup, la loi n'est pas encore rentrée sur ce sujet-là. Mais c'est peut-être que ça va arriver aussi pour organiser parce que je sais pas si c'est à la loi. De vraiment définir ça. Normalement, je crois pas. C'est au marché de s'autoréguler. Mais comme on a du mal à s'autoréguler de manière mais parce que c'est un jeune marché. En vrai. Oui, c'est tout jeune. Mais après, il y a beaucoup d'entrants qui viennent d'univers différents aussi. Oui. Moi, j'ai vu post-Covid énormément d'agences TikTok. Oui. Qui se sont créées. Spécialistes TikTok. Parce qu'un copain à eux a fait un TikTok qui a marché. Donc ça y est, on monte une agence. Le mec était guicheté dans une banque et s'est dit j'ai rien à foutre de la banque, je vais faire TikToker. Y a plein qui ont fermé aussi. 2-3 ans après, quand même, ils ont peut-être changé de jeu et ils ont passé à autre chose. Et c'est un marché aussi qui attire beaucoup d'opportunistes, je dirais, parce que c'est devenu un marché financier où il y a maintenant un volume de transactions qui est pas négligeable. Et puis il y a quand même un peu ce mythe de l'influence, c'est faire des contenus, c'est facile, et on peut gagner énormément d'argent très vite. Voilà. On le sait pour travailler dedans que non, ça demande beaucoup de temps, ça demande un investissement énorme et qu'il y en a que très peu qui réussissent. C'est sûr. Mais il y a quand même cette image-là de c'est trop facile en fait avec mon téléphone. Je pourrais faire des millions sur TikTok et dans la foulée faire des énormes contrats avec des marques et gagner plein d'argent. C'est un vrai sujet. J'ai interviewé Eric Brion que je t'invite à écouter, qui est donc cofondateur de Paris School of Luxury et qui m'a expliqué du coup cette génération Z qu'il a en étudiant, qui en fait ils veulent tous gagner des centaines de milliers d'euros en une semaine et puis rien faire. Donc c'est une déconstruction à faire. Qui est vraiment importante au niveau des écoles. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que dans les 10 métiers les plus envisagés par les enfants, il y a youtubeur dedans. C'est devenu maintenant un Graal, quoi. Donc, faut faire attention. C'est ça. Ça fait rêver. Et en même temps, ça fait rêver parce que... Et en même temps, c'est sympa à regarder. Et puis, c'est vrai que les gens se posent des questions peut-être un peu normales, quand même. Bah oui. Pourquoi je ferais pas ça ? Ça a l'air cool et j'ai envie de le faire. Pas que pour l'argent des fois, mais... Comme tous, à un moment ou à un autre, on s'est dit, mais pourquoi je ne deviendrais pas acteur ou je ne deviendrais pas chanteuse ? C'est un métier qui faisait rêver et qui, aujourd'hui... Voilà. Après, il y a la réalité des choses. Il y a très peu réussissent, mais c'est sûr que par tout contre, est ouvert. Voilà, et quand on y arrive, effectivement... On est content, On est content, mais ça, on le voit parce que maintenant, on a de plus en plus de témoignages. C'est quand même, ça peut être aussi très dur, psychologiquement, etc. Enfin, c'est... Nous, on a vu grandir beaucoup de créateurs ici. Tous ont à peu près passé une phase de burn-out, quelque part. Oui, c'est ça. Ils sont obligés un peu de se réinventer parce que c'est un marché qui va vite. C'est un marché... Alors, en plus, certains étaient en agence, donc qui n'étaient pas pressés, mais qui étaient un peu vendus au kilo. Donc, forcément... Ils faisaient 3 collabs par jour, et puis ils sont jeunes, ils savent qu'ils ont une date limite de consommation qui fait que si j'y vais pas, je vais rater un truc. Donc ils font, mais il n'y a pas d'autorégulation coach pour leur dire attention, allez-y doucement. Certains le font naturellement, mais d'autres qui sont
les rising stars qui arrivent et qui peuvent vite tomber dans l'engrenage et se rendre moins compte, en fait. Mais je crois que c'est vrai dans tous les marchés, en fait. Oui, c'est ça. À partir du moment où il y a une espèce de célébrité, de fame qui se crée, c'est un peu pareil, c'est le risque partout. Ouais. Donc, c'est un nouveau marché. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vois, toi, la nouvelle réglementation ? On en parlait tout à l'heure, donc ça a permis de faire un écrémage sur certaines pratiques que le marché demandait depuis très longtemps. Et merci Booba d'avoir appuyé sur le bouton. Alors merci. Je ne sais pas si on peut lui dire merci, mais en tout cas, je pense que ça a été le déclencheur quand même au niveau des juridictions ça a permis de mettre la lumière, en tout cas. Donc ça a été le déclencheur, on va dire. Mais comment aujourd'hui tu vois ce qui a été voté, appliqué ? Est-ce que tu vois ça plutôt bien, pas bien, et qu'il y a des choses à affiner ? Moi, je suis très contente que ça soit réglementé, parce que ça évite, que certains fassent des choses mal intentionnées, et que effectivement, ça soit un peu le Far West. En réalité, si on appliquait déjà les règles de la RPP, ça ne change rien. Donc, nous, on l'applique depuis 2015, je crois, enfin 2015, depuis que la RPP a fait ses recommandations, parce qu'on avait participé avec eux pour le faire. Et en fait, on a juste fait un rappel de la loi, moi, je trouve, aujourd'hui. C'est ça. Mais la loi existe depuis longtemps. Mais au final, si on appliquait déjà ça, moi, ça n'a changé absolument rien dans mon quotidien de responsable de l'influence. Enfin, vraiment, rien du tout, quoi. Donc, là-dessus, au moins, ça permet aussi de mettre des sanctions, parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de sanctions avant, et c'était plutôt des rappels à l'ordre, etc. Et là, au moins, il y a un risque si jamais on ne respecte pas ces règles. Ça a engendré du coup beaucoup de visibilité médiatique, et donc il y a eu aussi une prise de conscience, et c'est là où le grand ménage s'est enclenché, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant, les règles et les lois sont... mais c'est un peu, je pense, pareil pour tout. Enfin, je pense qu'on chercherait dans toutes les industries, il y aurait toujours la même problématique, c'est que ça manque toujours un peu de contexte, du concret, de ce qui se passe en vrai, et que parfois, effectivement, oui, en fait, le hashtag publicité, en fait, sur Twitter, typiquement, c'est compliqué de le mettre tout de suite dès le début du tweet, parce que sinon la plateforme elle l'enlève ou elle le voit pas. Enfin, donc il y a des choses qui mériteraient d'être affinées, d'être vraiment ajustées sur notre vrai quotidien. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'il y aura des modifications aussi. Et il y a encore des zones de flou. Il y a déjà une partie qui est en train d'être réécrite. Oui, voilà. Donc, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est en train d'être adapté, mais après, moi, je trouve que sur la partie gifting, notamment... ça, c'est pas très clair. Alors, de ce que j'entends, après, de ce qu'on a compris... Chacun a son interprétation. C'est que les créateurs qui reçoivent un cadeau, donc ta box, par exemple, doivent déclarer en fin d'année qu'ils ont reçu une box à 24,50 €, et donc payer un impôt là-dessus. Oui. Ce qui, là, me semble être un poil... compliqué d'aller répertorier tout ce qu'on a reçu. Alors, en plus, et de qu'on demander... affiche que c'est un cadeau de la marque... Ça, je le conçois, parce que je pense qu'il faut être transparent par rapport à ça, et c'était déjà le cas avant. Oui, voilà. Il fallait le faire. Mais de là à aller jusqu'à sa feuille d'impôt et déclarer la glace à 3,80 €, le coffret à je sais pas combien, parce qu'il n'y a pas de prix public. Mais c'est ça aussi. Il faut pouvoir l'évaluer, quoi. Il faut pouvoir évaluer le prix. Enfin, et certains refusent maintenant les cadeaux. Et je trouve qu'à la lecture de la loi, c'est pas si clair que ça. Non. Donc, effectivement, il y en a qui prennent le sujet premier degré et qui, effectivement, du coup, refusent les giftings, etc. Mais en même temps, peut-être que si j'étais influenceuse, je ferais pareil, parce que j'ai peur de... J'aurais aucune envie de devoir déclarer l'intégralité de mes cadeaux à la fin de l'année sur ma fiche d'impôt. Mais en même temps, si on est un peu filou, on se dit, bon... Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir chez moi compter ce qu'on va faire, et en même temps, qu'est-ce qu'on risque vraiment ? Cette partie-là, elle est pas très claire. Bon, en tout cas, t'as raison, ça met le cadre, ça permet de rappeler la loi, ça permet de mettre des contraintes, en tout cas, de la part des créateurs. Du coup, ça a fait normalement sortir toute une population qui usait et abusait de ces réseaux. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va un peu écrémer le marché. Certaines agences aussi qui
qui cautionnaient en fait ce genre de choses sont en train de fermer aujourd'hui et ou ont complètement disparu et d'autres vont peut-être arriver parce que ça va faire un peu peur à tout le monde parce qu'avant il y avait peut-être des zones grises sur lesquelles ils se mettaient dedans, donc je pense que ça va être profitable au marché. Après effectivement il faut revoir un peu certaines choses mais ça fait partie du processus normalement. J'arrive à une partie où je te pose une question et tu association d'idées, donc je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Ok. Assez donc streaming. Après une vidéo. Série, on peut pas dire deux fois la même. Allez, je viens de finir Sex Education. D'accord. Saison. Influence, mon métier du coup et la professionnalisation. Ouais. Jeff Bezos. Non, je vais pas me prononcer. Patron. Dubaï. Dubaï, beaucoup de soleil. Voilà. Et agence. Et agence, c'est là d'où je viens. Et ça reste quand même une source de créativité que j'aime beaucoup. J'imagine. Super. Et alors, est-ce que tu aurais des prochains projets ou campagnes à nous annoncer Alors évidemment non, parce qu'on n'a pas le droit. Tout est sous embargo, etc. Donc, au moins tu peux nous dire si des jolis projets arrivent. J'ai des jolis projets qui arrivent et on parlait justement de pousser un peu plus loin avec des influenceurs et je vais avoir des possibilités. L'opportunité de le faire. Ah super. Bon, tu me le diras un peu en là. Voilà. Tu nous enverras le CP. C'est ça. Pour le coup. Un conseil pour un jeune qui débute dans l'influence. Alors côté annonceur, côté plateforme, côté agence. De persévérer en vrai. C'est un métier qui n'est pas défini, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est en constante évolution. Et typiquement, moi j'ai commencé, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de personne chez l'annonceur, dans les agences, etc., qui était responsable de l'influence. Et en fait, on peut tout à fait se créer son propre métier. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il a les contours qu'on connaît et que demain, ce ne sera pas le cas. Et justement, c'est aux plus jeunes qui arrivent là de redéfinir les contours si c'est nécessaire et de créer peut-être des métiers un peu alternatifs autour de ça. Et on attend de ça d'eux, en fait. C'est... Ouais, de persévérer et de réinventer un petit peu. Et de se dire, si ça marche pas à un endroit, ça marchera peut-être ailleurs. Et voilà. Et en fait, on n'est pas... Il y a toujours ce syndrome un peu de l'imposteur. Et je trouve qu'on l'a pas mal dans le milieu de l'influence parce que on se dit qu'on n'a peut-être pas un métier crédible. Ouais, comment il n'existait pas forcément. Qui n'existait pas il y a si longtemps. Et quand on dit qu'on travaille dans l'influence, tout de suite, on a les images négatives autour de l'influence. Mais il y a aussi quand même des personnes qui savent reconnaître la valeur de ce métier-là. Je pense, heureusement. Donc ne pas se dire mais moi je fais un métier un peu bas de gamme. Non. Voilà. J'ose pas espérer que ceux qui travaillent dans l'influence pensent ça quand même. Parce que... Non, mais dans le sens de se dire peut-être que le mien il est moins important que quelqu'un d'autre, que ça soit en agence ou que ce soit chez l'annonceur. Ouais. Moi j'ai toujours dit qu'en fait ce métier-là d'influence est hyper stratégique et qu'en fait beaucoup d'organisations le mettent pas au niveau qu'ils devraient. Voilà. Parce que c'est soit hiérarchiquement bas ou bien dans des structures très complexes où on n'a pas de hiérarchie qui va porter un peu ces projets-là et c'est complexe. Mais... Ouais, et parfois on le met juste en tant que métier réservé à l'influence qui vient se découler un peu des réseaux sociaux, mais une campagne marketing peut venir de l'influence, une campagne de com peut venir de l'influence, une bonne idée PR peut venir de l'influence. Enfin, là-dessus, il y a pas de... Moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que les structures doivent changer. C'est compliqué encore. On a passé beaucoup de campagnes d'influence en télé. Donc on a même fait des campagnes avec des influenceurs. Et toi, tu vas le faire avec des séries peut-être, ou en tout cas des sujets comme ça. Mais ça devient aujourd'hui tellement stratégique et tellement important aussi en termes d'usage. C'est-à-dire que les consommateurs sont souvent sur ces sujets et ont besoin d'avoir des trucs qui leur parlent. Oui. Et moi, je dis que l'influence aujourd'hui répond énormément à la question de où sont mes cibles et comment je peux communiquer avec eux. Parce que les autres leviers marchent un peu moins bien et sont moins lisibles en termes de data, en termes de... Aussi, que ce qu'on peut faire nous, parce que finalement, nous, on peut tout mesurer, presque. Et moins fin et précis. Et moins fin que nous. Nous, on est chirurgical. Moi, je dis qu'on est des chirurgiens. Donc, c'est vrai que au moins, ça a cet avantage. Ouais. Donc, n'ayez pas peur de faire de l'influence. Soyez-en fiers et inventez votre modèle de demain.
là où vous êtes, parce que ça mérite une écoute. Alors, j'allais dire une série que tu emmènerais sur une île déserte. C'est un peu facile, mais je vais dire une série et un livre pour essayer de... Une série, j'emmènerais Gilmore Girls. Ouais, que je peux regarder sans fin, en fait. Et un livre, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Plongée de Onodibio et qui est un super livre très émouvant, très passionnant, etc. Il y a eu un film derrière d'ailleurs qui a été pour adapter le livre. Et c'est un livre dans lequel on vit toujours quelque chose et je pense qu'on peut le relire plusieurs fois. On retrouve des éléments différents à chaque fois. On vit des choses différentes. Donc voilà, on note. Super livre. On va noter. Et alors la dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast qui puisse venir témoigner ? Tout à fait. C'est une fille avec qui j'ai travaillé à une époque. On a croisé nos chemins professionnels et on a continué nos chemins de manière amicale, et qui s'appelle Perrine Bon. Et elle a monté sa propre structure d'influence maintenant, qui s'appelle Perrine AM, et qui est spécialisée sur les sujets à conscience. D'accord. Donc elle va vraiment faire de l'influence responsable sur des sujets écologiques, sur des sujets politiques, sur des sujets de toutes sortes comme ça. Et c'est très spécifique, mais elle arrive vraiment à faire prendre conscience à certains annonceurs de ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et aussi à faire émerger toute une population d'influenceurs qui a déjà bien lancé les bonnes démarches, etc., qui sont moins visibles, mais comme elle a cette expertise-là, elle va les aider à grandir et c'est, je pense, très intéressant à... Très sympa. Alors là, par contre, t'es enregistré, donc tu sais que tu dois me mettre en contact avec Perrine, du coup, qu'on accueillera avec plaisir, parce que je trouve que c'est un vrai sujet qui est hyper intéressant aussi. J'ai fait un épisode avec Justine Atlan de e-enfance. On parlait de santé mentale, etc. Donc, il n'y a pas que ça, j'imagine. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a des sujets. Elle couvre pas mal de sujets. Ça peut être des sujets écologiques. Voilà. Mais d'avoir cette conscience de l'influence et cette influence. Responsable, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas de conscience. Elle mal utilisé l'influence responsable parce on parle d'influence responsable quand c'est un influenceur qui suit les bonnes règles. C'est ça. Et il y a aussi l'influence responsable quand c'est quelqu'un qui va être lanceur d'alerte, qui va porter les bons messages et qui va. Donc ça c'est très intéressant. Donc je te remercie pour cette invitation à travers le micro, en tout cas qu'on fera à Perrine, si elle accepte. Perrine, c'est à toi de jouer maintenant. Voilà, donc Perrine, rendez-vous très bientôt autour du micro. Écoute, merci beaucoup Marine de nous avoir fait rentrer dans le monde du streaming et de comment mettre en avant les shows avec les influenceurs. Merci de m'avoir reçu. Et c'était un plaisir et j'espère que tout le monde a bien appris comment on lance maintenant une nouvelle série. Merci à toi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Attias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.